C'est une petite musique reconnaissable entre mille. Un son qui a traversé les époques et qui résonne encore dans les ateliers de la Maison Bianchi. Depuis 1978, c'est ici que se rendent les propriétaires de ces précieux garde-temps lorsque soudain, ce battement de cœur s'arrête. On récupère une horloge pour la réparer chez un client. Quand on la ramène chez eux, ils nous disent voilà, la maison vient de retrouver son âme, c'est une vraie présence. Quand on est dans la salle à manger, qu'on entend le tic-tac, qu'on entend la sonnerie toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure si c'est un carillon, il y en a beaucoup, ils ne peuvent pas s'en passer. À 21 ans à peine, le maître horloger des lieux, c'est lui. Au-delà de l'horlogerie, c'est l'histoire de la conquête du temps qui le passionne. Une conquête millénaire, composée de multiples mécanismes d'écoulement des durées. Les tout premiers appareils horaires, c'est assez intéressant. Ça remonte à tellement loin qu'on a du mal à les dater. On est à environ 4 siècles avant Jésus-Christ, donc l'invention du gnomon, donc les premières horloges qui fonctionnaient avec le soleil, avec la clepsydre aussi, qui est toujours un sablier à eau. Quand on parle des premières horloges à eau, c'était les Égyptiens. Alors, on dit beaucoup que quand ils construisaient les pyramides, c'était des esclaves. Ça a été prouvé que c'était faux et qu'au contraire, ils étaient pratiquement syndiqués. Il y avait des horaires très précis à respecter et ils ont inventé donc, des pots percés qui étaient des horloges à eau, qui remplissaient. Ils savaient que tant de temps, ça allait être vidé et là, il fallait arrêter de travailler. Voilà. Ça, c'était les premières raisons de percevoir le temps. Mais avant ça, on peut imaginer que le gnomon servait à éviter d'être dehors trop tard, savoir quand il fallait rentrer du champ, quand il fallait rentrer de la chasse. Il y avait énormément de raisons d'être à l'heure, mais on était à l'heure à 1 heure près, à 2 heures près même. C'est au XIIIe siècle qu'apparaissent les premières horloges mécaniques sur les places publiques ou cathédrales. Il faudra attendre la Renaissance pour voir apparaître les premières montres miniaturisées et individuelles. Des montres qui ne deviennent abordables qu'au XIXe siècle avec la montre à gousset ou montre de poche. Les montres de poche, la transition s'est faite grâce à la Seconde Guerre mondiale. Parce que quand il fallait mener la charge, il fallait être à la minute près. Donc, s'il fallait aller chercher dans sa poche toutes les 5 minutes sa montre, c'était très compliqué. Donc, ils ont inventé la montre de poignet. Et c'était initialement des montres de poche, comme celle-ci, des montres à gousset, qui étaient montées sur des poignets, qui étaient soudés tant bien que mal, ou avec des systèmes d'accroche. Et c'était le bracelet qui agrippait la montre. Et le but, voilà, c'était de pouvoir tenir le fusil et regarder l'heure. Et alors, aujourd'hui, souvent, quand on voit quelqu'un porter sa montre avec le cadran vers l'intérieur, on a tendance à se moquer de lui. Mais c'est la vraie utilisation d'une montre, initialement, parce que le but, c'était d'avoir le fusil comme ceci et le cadran ici. Donc, c'était comme ça que se portaient les montres. Une des plus grosses révolutions au niveau de la précision, c'est à cause du milieu ferroviaire. Parce qu'il faut savoir que chaque gare avait son heure à elle, et qu'il y avait parfois 15 minutes de différence avec celle d'après. Alors forcément, malheureusement, ça a été un drame, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu énormément d'accidents ferroviaires, et c'est là qu'il y a eu des appels d'offres pour faire des montres précises. Aujourd'hui, on est arrivé à des niveaux de technologie, quand on parle de l'horloge atomique, qui va avoir une variation d'une demi-seconde tous les 4000 ans. Voilà, on est arrivé à un niveau de précision vraiment extrême. Une précision qui nécessite un véritable savoir-faire. Dans ces ateliers, ces horlogers réparent et règlent chaque mécanisme au millimètre près. Pour qu'une montre soit à l'heure, le plus simple, c'est de lui donner à peu près 5-7 secondes d'avance. Et comme ça va rattraper le delta des mouvements de poignet qui vont la ralentir. Au XXIe siècle, les horlogers s'embarquent dans une course à la performance, toujours plus précise, toujours plus complexe, avec 57 indications différentes au sein d'un même cadran pour la montre la plus compliquée au monde. Marque de la haute horlogerie, les montres à complications font la fierté de leurs propriétaires. Une complication, c'est tout ce qui sort de la vision ordinaire d'une montre. Tout ce qu'il ne semble pas normal d'avoir dans une montre. Et je pense que d'ici
une dizaine, une vingtaine d'années, la date ne sera plus considérée comme une complication, mais comme juste une option, ce genre de choses. Et c'est vrai que dans le langage courant horloger, une complication, on rentre dans la haute horlogerie. Là, on est sur une Jacob & Co. avec 4 fuseaux horaires différents. Donc bon, pour en avoir besoin, on est d'accord qu'il faut énormément voyager. On est vraiment dans l'esthétique, on est dans le défi horloger. Après, on part surtout sur des choses un peu plus complexes. Les marées, très peu de gens en ont besoin. Les signes du zodiaque, ce genre de choses. Avoir calendrier perpétuel, la plupart des gens n'en ont pas besoin, mais c'est vrai que ça existe. Et c'est ce genre de choses qu'on va retrouver sur les mondes les plus compliqués du monde. On retrouvera des calendriers chinois, aztèques. Tout ça peut être mélangé en même temps pour rajouter plus de spécifications dans la lecture de l'heure. Les montres les plus compliquées aujourd'hui sont pratiquement des pierres de rosette de la lecture de l'heure. Quelle heure est-il ? À quelques heures de là, dans son petit atelier mosellan, c'est la question que se pose sans cesse cet horloger. Ses journées s'écoulent dans un espace-temps légèrement différent du nôtre, car ses clients se trouvent aux 4 coins du globe. Moi, 80% de mon métier, c'est le sur-mesure. J'échange toute la journée avec des clients qui me demandent « moi, je voudrais voir une montre avec une pierre comme ça, avec un cadran gravé comme ci ». Et j'utilise un logiciel de simulation visuelle pour montrer à mes clients quel va être l'aspect esthétique de leur montre en fonction des choix qu'ils font. Ancien designer, c'est l'esthétique et la personnalisation à l'extrême qui fait sa marque de fabrique. Ça fait 10 ans que je fais ça et ça fait 10 ans que je suis clairement identifié parmi les réseaux de collectionneurs pour des pièces uniques. J'ai un projet particulier qui me revient toujours en tête. Pour faire le cadran, j'ai utilisé une partie d'un violon qui avait été restauré par le père du propriétaire et donc qui avait une centaine d'années. Prendre une pièce qui est ancienne, dont on ne fait pas grand-chose, un morceau de violon restauré et le transformer dans un garde-temps. Enfin, je trouvais qu'il y avait déjà une très belle histoire humaine derrière ça. Et après, une certaine difficulté à le réaliser. J'ai pas droit à l'erreur. Donc il y a une certaine tension, un petit peu de stress à faire la pièce. Et celle-là, elle me revient souvent en mémoire. Une montre comme un symbole de transmission, mais aussi d'alliance, avec ce projet imaginé pour une famille indienne. La famille avait 2 centres de vie sur les dernières générations en Inde, une près des montagnes de l'Himalaya et une plus au centre de l'Inde. Et donc on a repris la cartographie des 2 lieux de village d'où ces familles venaient. Donc là, je vais inclure un petit diamant sur les 2 trous qu'on voit là dans la pierre. Et c'est une série d'une dizaine de montres pour la même famille. Rubis, aventurine, lapis-lazuli et même météorite, ils recherchent sans cesse de nouveaux matériaux. Matériaux et artisanat sont mes 2 passions en fait dans l'horlogerie. Et là, j'ai 2 pièces assez exceptionnelles qui sont faites par un monsieur japonais qui a un peu plus de 70 ans, qui s'appelle Tatsuya Todo, qui est capable, sur 2 ou 3 dixièmes d'épais du montre cadran, on parle toujours d'extrême finesse, de créer une marqueterie de nacre. J'ai imaginé ce dessin de languette de nacre comme une explosion. Et donc, Tatsuya Todo a passé 6 mois de travail pour faire 20 cadrans. Cet artisan japonais qu'on appelle le Raden, ça a tendance à être un petit peu sur le déclin. Et donc, pouvoir l'utiliser pour faire des cadrans de montres, je trouve que c'est absolument merveilleux. Pour promouvoir l'horlogerie française, encore faut-il proposer des formations. Le Grand Test a longtemps été aux abonnés absents, mais depuis la rentrée, les choses ont changé. Le premier CAP horlogerie de la région a été créé ici, à Bar-le-Duc, dans la Meuse. Au premier jour de classe, c'est l'effervescence. Le matériel vient tout juste d'être livré. Je vais vous donner du matos et vous dire où ça va. Donc ça, c'est dans l'armoire là-bas. Ça va salle des machines. Donc il y a du mouvement mécanique, du mouvement automatique. Ça, c'est ce sur quoi ils vont s'exercer le long de l'année pour justement après arriver sur de la vraie montre. La création de ce nouveau CAP n'est pas passée inaperçue. Dès l'ouverture des candidatures, l'école a reçu 90 demandes pour seulement 6 places.
Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oh là là, horlogerie, mais est-ce qu'il y a du monde qui veut faire ça ? Et j'ai été vraiment surprise par le nombre de candidats. J'avais des appels quotidiens de jeunes venus des 4 coins de la France, même de Martinique. J'ai eu vraiment énormément d'appels. Lors de démontage, on commence par quoi? Désormais. Oh, oui, on peut. Balancier. Puis balancier. Puis, C'est sûr? le pont de... Ah, stop! Attends, tu vas trop loin. Puis balancier. Ces 6 apprentis vont passer ici 400 heures à étudier le squelette des montres avant d'enchaîner peut-être sur un brevet des métiers d'art. J'aime beaucoup déjà regarder comment fonctionne un mouvement. J'en ai déjà manipulé quelques-uns. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis très longtemps parce que mon grand-père était horloger et bijoutier. Ça m'a vraiment intrigué et j'ai trouvé ça vraiment... J'ai découvert une petite passion pour ça. Des pièces aussi petites, comment les manier et tout. Comment pouvoir remettre à neuf une montre. Créer une formation d'horloger, c'était le projet de Samuel Pasquier depuis déjà 3 ans. Pour lui, pas de doute, horloger est un métier d'avenir. Il y a un besoin en horlogerie, puisque d'après les derniers chiffres, là, on va avoir besoin de 1500 horlogers de plus en France d'ici à 2030. Il se vend de plus en plus de montres et de plus en plus complexes. Et pourtant, la formation, elle n'a pas trop bougé. Donc notre envie, déjà, c'est de s'adapter au marché en disant demain, on va avoir besoin d'horlogers qualifiés dans de la montre complexe. Il faut, à un moment donné, saisir le potentiel. Et comme je dis souvent, une montre mécanique, si elle est très, très technique, mais qu'elle est moche, elle ne se vendra pas. Aujourd'hui, il faut aussi réinventer l'esthétique, réinventer la manière de faire, réinventer les matériaux. C'est aussi vers ça qu'on veut tendre. En spirale, elle passe entre 2 espèces de goupilles. Ouais, c'est ça. Ça faisait déjà 8 ans que je travaillais dans le métier, mais dans la vente. J'ai voulu me réorienter dans ce domaine en ouvrant mon atelier de réparation et de montres de seconde. En termes de commerce, l'horlogerie est quand même un très bon placement suivant les marques. Donc ça intéresse de plus en plus les jeunes et déjà les confirmés dans le domaine. À l'ère du tout numérique et des montres connectées, la jeunesse ne semble pas se détourner de l'horlogerie mécanique, bien au contraire. Il y a un charme qu'il n'y a pas dans l'électronique. L'électronique, on ne comprend pas comment ça fonctionne. On ne peut pas le comprendre, c'est des composants qui ne sont pas vivants. Une montre, quand vous l'ouvrez, quand vous regardez son mécanisme, vous voyez les pièces bouger. Vous voyez ce côté vivant de la montre. Ça, c'est peut-être une première explication. Et puis, on est dans une période où le vintage fait du bien, où l'ancien nous rassure. Moi, c'était il y a longtemps, j'ai trouvé cet engrainement de pièces magique. J'espère que cette magie, elle est aussi valable pour les élèves, mais je pense qu'il y a ce petit côté où il y a un petit peu de magie aussi. Une magie qui, depuis des décennies, transcende les générations. Ces horlogers, tous passionnés par leur art, n'ont pas fini de nous faire rêver.